Je me présente aussi un tout petit peu pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Fabien Leroux, je suis formateur dans l'association Nouvelle Acropole, et sinon j'ai aussi un autre métier qui vient plutôt des sciences. Je suis ingénieur dans les techniques aérospatiales, je conçois des moteurs fusées. J'ai donc un lien assez intime à l'espace, je suis passionné d'espace, et bon, même si je ne suis pas un chercheur, c'est-à-dire que je ne pourrais pas vous donner tous les développements possibles sur les théories de la relativité, de la mécanique quantique, j'y ai été sensibilisé, et j'ai donc fait ce soir un travail pour relier ces nouvelles connaissances sur la physique, nouvelles maintenant, elles ont quasiment un siècle, avec une métaphysique, une philosophie. Ce sera l'enjeu de la conférence de ce soir. Alors, commençons. Comme je le disais, Einstein n'est pas qu'un scientifique. Sa dimension dépasse en fait largement son œuvre scientifique, et s'il se démarque, finalement, c'est plus par les autres aspects de sa personne que par sa pure capacité à faire des découvertes physiques. Il faut savoir que les grandes découvertes d'Einstein ne sont pas des découvertes d'un génie solitaire. C'est souvent l'image qu'on peut avoir. Einstein qui trouve des choses complètement inconnues, voilà, qui bouleversent notre vision du monde. C'est vrai, il a vraiment bouleversé notre vision du monde. C'est certainement l'un des plus grands scientifiques de tous les temps, peut-être le plus grand, avec Newton, avec d'autres. Mais ce qui est certain, c'est que son travail scientifique s'inscrit dans un travail collectif. En fait, beaucoup de monde tournait autour de ses idées au moment où lui a eu l'intuition, le génie, de trouver la bonne interprétation qui permet de comprendre certains mystères de la physique. Et Einstein est donc un personnage à multiples facettes, qu'on peut appeler véritablement un philosophe, et lui-même se considérait comme un philosophe, d'abord, évidemment, par rapport à ses apports scientifiques, mais aussi par rapport à la vie qu'il a menée, son caractère apatride, son caractère d'homme universel, mais aussi sa philosophie sociopolitique. Il s'est engagé pour le pacifisme. Il a fait, voilà, c'était une période de l'histoire assez mouvementée, il a fait des choix qu'il a regrettés, en particulier par rapport à la bombe nucléaire. Vous savez qu'il a co-signé une lettre de scientifique pour que les Américains lancent le projet Manhattan, et après il s'en est repenti. Mais en tout cas, il s'est engagé. Il n'hésitait pas à prendre la parole pour parler de grands sujets qui animent le monde. Et le dernier aspect de sa personnalité, c'est sa religiosité. Il n'hésitait pas à se considérer lui-même comme une personne religieuse, avec une attirance pour une métaphysique. Et il a développé en particulier mais un autre philosophe qui est Giordano Bruno, qui est un philosophe italien de la Renaissance, qui a fini brûlé, une histoire un peu comme Galilée, sauf que Galilée s'est repenti, lui ne s'est pas repenti, il a fini brûlé. Mais c'était une personne qui, sans être un scientifique, avait des intuitions physiques et métaphysiques, et faisait des expériences de pensée. L'expérience de pensée de Giordano Bruno, c'était, à l'époque, vous savez, on considérait que l'étoile était une sphère des fixes. Voilà, c'était une grande toile tendue au-dessus du monde, la Terre était plate, il y avait les étoiles au-dessus, et ce qu'il y avait derrière, en fait, personne ne se posait la question. Et lui, un jour, s'est posé la question, si je soulevais le voile derrière la sphère des fixes. Et là, voilà, ça a ouvert son imagination à tout un monde, et là, il a imaginé un monde avec les étoiles sont toutes des soleils, il existe une multiplicité de mondes, l'univers n'a pas de centre, qui était une intuition pour l'époque complètement bouleversante. Et les découvertes d'Einstein vont aboutir à la même idée, que l'univers n'a pas de centre.
Einstein est donc un philosophe un peu dans la même veine. On va dire que c'est vraiment sa capacité d'imagination, ses intuitions qui vont faire la différence. Il va faire des expériences de pensée, par exemple, il va s'imaginer en train de chevaucher un rayon de lumière et de se regarder lui-même dans un miroir. Et c'est ce qui va lui permettre d'aboutir à ces grandes découvertes, la relativité, évidemment, et aussi les quantas de lumière, les photons. Et ce qui était très important pour lui, c'était la beauté. Pour lui, en fait, il se souciait assez peu des expériences. Si sa théorie était belle, si sa théorie était logique, si sa théorie avait un parfum d'universalité, pour lui, elle était vraie. Et le jour où il a mis au point la théorie de la relativité, en fait, il savait déjà que c'était vrai. Il n'a pas eu besoin qu'il y ait une confirmation expérimentale. Oui, cette théorie est belle, c'est la vérité. Et il a donc bouleversé notre vision du monde. Donc dans cette conférence, on va parler des grandes découvertes scientifiques et comment est-ce qu'on peut les appréhender d'un point de vue philosophique. Mais d'abord, on va parler un peu de sa vie, parce que c'est important de s'intéresser à la vie d'un philosophe. Je vous ai dit que Einstein était un homme universel, apatride. Il est allemand, mais il va, entre guillemets, perdre la nationalité allemande pour échapper au service militaire, parce qu'il est profondément pacifiste et révulsé par la bêtise nationaliste de son époque. Il va devenir suisse, puis helvético-américain. Un homme aux multiples facettes, multiples nationalités, apatride. Et ça colle assez bien avec son obsession d'échapper aux particularités. Il le dit lui-même dans ses textes, il veut échapper au nur persönlich, en allemand, au seulement personnel, aux particularités. Il veut profondément, il est amoureux de l'absolu, de l'universalité des choses. Et du coup, il a vécu un peu comme ça aussi, sans attache, sans patrie, et aussi sans Dieu, c'est-à-dire sans religion particulière. Et il va justement essayer de développer une religion universelle, panthéiste, ouverte à l'univers tout entier. Il naît dans une famille de juifs non pratiquants. Il a une espèce d'expérience spirituelle à 5 ans. Son oncle lui offre une boussole. Et là, devant cette aiguille qui indique toujours le nord, il est complètement fasciné, émerveillé. Et c'est là que son amour pour la science naît, devant une boussole. C'est presque, pour lui, c'est une expérience religieuse. C'est émerveillé devant ce mécanisme de cette petite aiguille qui est toujours capable d'indiquer le nord. À l'adolescence, il va avoir une phase où il va être d'un zèle religieux gigantesque. Il va écrire des psaumes à la gloire de Dieu. Enfin là, il est prêt pour entrer au monastère, carrément. Et en fait, ça va lui passer très vite. Évidemment, c'est terminé. En fait, il va très vite être choqué par tous les mauvais côtés des religions particulières, c'est-à-dire toutes les compromissions, les intérêts personnels qui se cachent derrière des morales sublimes. Il va voir un peu tous les défauts dans les religions particulières, et donc il va laisser tomber cette voie, et c'est dans la science, véritablement, qu'il va pouvoir mener sa quête d'absolu. Il a un parcours scolaire atypique, ça fait partie des grands préjugés sur Einstein, que c'était un mauvais élève. Alors, oui et non, il était très brillant, en particulier en maths. On va croire qu'Einstein était mauvais en maths, parfois on dit ça, c'est complètement faux. Il était très doué en maths. Par contre, il ne supportait pas l'arbitraire de la discipline imposée par les professeurs. Et du coup, il a un peu raté son cursus scolaire. Einstein, c'est un génie. Ce n'est pas un sage. C'est un autre génie. C'est-à-dire que, même dans sa vie, en fait, il va parfois très mal se comporter. Vis-à-vis des femmes, il va être absolument odieux. Vis-à-vis de ses enfants, clairement, ce ne sera pas un bon père.
Donc Einstein n'est pas un philosophe dans le sens philosophe sage. C'est un philosophe dans le sens philosophe génie. Il crée la tempête dans nos esprits. Il ouvre complètement nos façons de penser, mais on ne peut pas dire qu'en pratique, même s'il a un engagement, il s'engage pour le pacifisme, c'est quand même un homme qui a une vertu, une morale, mais il faut bien dire dans le particulier que ce n'était pas un sage. Il n'a pas été exemplaire sur tous les points. Et donc, à l'école, il est indiscipliné. Et du coup, il va finir ses études sans diplôme brillant. Il va souvent se faire rejeter par ses professeurs. Et il va galérer, en fait. Il va finir un peu dans la misère, lui et sa femme, sa première femme. Et il va trouver, un peu après avoir galéré, un petit boulot à l'Office national des brevets de Berne, si je me souviens. Et en fait, c'est dans cette période, cette espèce de moment complètement chahuté de sa vie où il est dans la misère, il a un boulot, alors qui est intéressant scientifiquement, il est quand même dans la technique, mais on va dire il n'est pas chercheur, il n'a pas tout le temps qu'il veut pour mener ses recherches. Il a des enfants aussi, avec sa femme, ils font des enfants, ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc ils n'ont personne pour s'en occuper. Et c'est dans cette espèce de vie ultra mouvementée où il ne va rien lâcher. Chaque seconde, chaque seconde disponible, il va la consacrer à ses recherches scientifiques. Qu'il ne va donc pas mener dans une université avec d'autres chercheurs, mais il va lire toutes les publications qui passent, et dans cette période très mouvementée, il va, grâce à sa passion, réussir à produire en une année ce qu'on appelait son annus mirabilis. En un an, il va publier 3 papiers qui vont le rendre célèbre, avec l'explication du mouvement brownien, un papier sur la thermodynamique des corps noirs, où il va mettre en évidence l'idée des quantas de lumière, qui deviendront plus tard les photons, et il va aussi poser les bases de la relativité restreinte. Et ça, il va le faire dans une période de sa vie où il est misérable, avec des enfants en bas âge à s'occuper. Voilà, il est en train de... L'enfant qui pleure, il secoue la poussette, et il est en train de lire les derniers papiers qui sont sortis. Enfin voilà, c'est comme ça que son génie s'est réalisé, dans une période extrêmement mouvementée. Et à ce moment-là, il va être reconnu par ses pairs assez rapidement, en particulier par Max Planck. Et là, ça va être la notoriété. Et 10 ans plus tard, 1916, il accouchera de sa grande œuvre, qui est la théorie de la relativité générale. Voilà, après, il y a un contexte sociopolitique où il va devoir quitter l'Allemagne, par rapport au fait qu'il est juif. Il ira aux États-Unis, et là, il va passer beaucoup d'années à travailler sur une théorie pour faire une synthèse de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, de relier la relativité générale à l'électromagnétisme. Et clairement, ça ne va pas être très très fructueux. Pendant cette période de sa vie, alors il va faire il y aura beaucoup d'avancées par rapport au cosmos, parce que ces théories vont aller de pair avec le développement des télescopes, et on va faire beaucoup de découvertes sur le cosmos, et il va y participer beaucoup. Il y aura l'anecdote fameuse de la constante d'Einstein, qui met dans ses équations pour que l'univers ne soit pas en expansion, et qu'un jour il doit barrer d'un trait de plume, voilà, et reconnaître que l'univers est en expansion. Bon, voilà. Là, ça choquait son sens esthétique, que l'univers puisse s'étirer, mais bon, c'était comme ça, il a dû l'accepter. Mais voilà. Mais dans cette période de sa vie, surtout son engagement sociopolitique qui va primer. Il va écrire une lettre au président Roosevelt pour développer la bombe atomique. Après, il va s'en repentir. Et ensuite, il va militer pour le désarmement. Il va beaucoup militer aussi pour la création d'instances internationales pour éviter les conflits dans le monde. Ça va être sa grande quête. Donc, un philosophe, un physicien engagé, qui n'est pas exemplaire sur tout, mais en tout cas, qui n'a pas peur de prendre la parole pour défendre de grandes idées. Et il va mourir en 1955, il aura à peu près 75 ans. Son cerveau va être étudié. Alors, tout le monde était très curieux, avec 200 vivants, évidemment, on ne peut pas le faire, ça se faisait pas. Quand il est mort, tous les médecins se sont jetés sur lui pour regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et bon, ils ont été relativement déçus. Donc tout ce qu'ils ont trouvé, c'est une hyperconnexion entre les deux hémisphères. Donc quelque chose qui était déjà connu, mais qui
illustre bien justement où était sa force dans le dialogue entre l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit, entre l'intelligence rationnelle et l'intelligence de l'imagination, l'intelligence créatrice, l'intelligence inspiratrice. Alors, son œuvre scientifique. Je vous ai dit qu'il avait, en 1905, il y a 3 papiers très intéressants qui sont sortis. Donc il y a le mouvement brownien, bon ça je vais pas en parler, hein, c'est sur le déplacement des particules dans un fluide. Aujourd'hui c'est très utilisé dans la finance. Bon, c'était déjà un bon papier scientifique à l'époque. C'est surtout les électrons d'être éjectés. Ce qu'on ne comprenait pas, c'est qu'il y avait certaines lumières qui fonctionnaient et pas d'autres. En gros, ça fonctionnait à partir d'une certaine longueur d'onde. Et ça, pour la science de l'époque, c'était difficile à comprendre, parce que l'énergie, on raisonnait surtout en termes d'intensité. On pensait qu'avec n'importe quelle lumière, de n'importe quelle couleur, il aurait suffi d'envoyer suffisamment d'intensité lumineuse pour que cet effet apparaisse. Et ce n'était pas le cas. Ça ne se produisait qu'à partir d'une certaine fréquence. Et Einstein l'a interprété comme un quanta de lumière, que pour arracher un électron au matériau, il fallait en fait qu'il y ait une particule de lumière qui ait une énergie suffisante pour déclencher ce phénomène. Et c'était donc l'idée que la lumière, en fait, n'est pas juste une onde avec une intensité, mais en fait constituée comme un faisceau de petites billes, et que tant qu'on n'a pas une bille suffisamment puissante pour déloger comme une boule de billard l'électron, ça ne pouvait pas marcher. Était parvenu à une théorie un peu bizarre, selon laquelle, justement, le rayonnement fonctionnait par petits paquets d'énergie. Fait un peu de science. Vous savez qu'avec la mécanique quantique, la mécanique classique, les scientifiques, avant Einstein, avaient défini ce qu'on appelle l'éther, qui est en fait l'univers, le référentiel de base fixe de l'univers. Et on considérait que tous les autres référentiels, tous les mouvements, en fait, pouvaient se définir par rapport à l'éther, qui était ce référentiel bien fixe, bien dur de l'univers. Et en particulier, il y avait les équations de l'électromagnétisme. On avait déjà mis au jour cette vérité que la lumière allait à une certaine vitesse, la vitesse qu'on écrit c, qui vaut 300 000 km par seconde, donc c'est assez rapide. Donc ça, on le savait déjà avec les équations de Maxwell, mais on pensait que cette vitesse de la lumière était liée à un référentiel particulier qui est l'éther, on imaginait comme une espèce de vide ou de substrat dans lesquels les ondes électromagnétiques pouvaient se déplacer. Et que donc la lumière allait à la vitesse c par rapport à ce référentiel de l'éther.
et Einstein va tuer l'éther. Le génie d'Einstein, c'est d'abord un meurtre. C'est le meurtre de l'éther. Ça, c'est terrible, parce que l'éther, c'était en quelque sorte le dieu des physiciens. C'était la référence, c'était l'absolu. On ne pouvait pas le démontrer, mais c'était un postulat. On postulait qu'il y avait un référentiel absolu, c'était l'éther. Sinon, on n'arrivait pas à comprendre la réalité. C'est un peu la même chose avec Dieu. Dieu, c'est un peu notre postulat quand on n'arrive pas à expliquer les choses. Et voilà, Einstein commence par tuer Dieu. J'aime bien les meurtriers de Dieu. J'aime bien Nietzsche aussi, j'ai fait une conférence sur Nietzsche il y a pas longtemps ici. Donc Einstein commence aussi par tuer Dieu, il tue l'éther. En exprimant justement que les lois physiques s'expriment partout de la même façon. Et la conséquence de ça, c'est qu'il n'y a pas de référentiel privilégié. Il n'y a pas de référentiel fixe. En fait, tous les référentiels se définissent les uns par rapport aux autres. D'où l'idée de relativité. Et ça, la grande conséquence, la conséquence qui est ébouriffante pour l'esprit, c'est que la vitesse de le comprendre parce que c'est vraiment une grande aventure. On est en 1900 et on a un autre grand scientifique, tout à fait honorable, Lord Kelvin, un grand thermodynamicien, qui, devant l'Académie des sciences de Prusse, explique que la physique est presque terminée. On a une bonne théorie pour la mécanique avec Newton, on a une bonne théorie la vitesse c. Maintenant, si on prend un autre référentiel avec un autre observateur qui, lui, a un mouvement v par rapport à l'autre observateur. Par exemple, lui est sur le quai et lui est dans le train. Et que l'observateur R' émet lui aussi de la lumière avec sa lampe torche. Ben, normalement, l'observateur qui est au quai, sur le quai, lui devrait voir ce rayon lumineux aller à la vitesse v plus c. La loi classique de composition des vitesses. Si vous êtes dans un train et que vous lancez une balle, votre balle ira beaucoup plus vite que si vous l'avez lancée depuis le quai. Parce que la balle aura la vitesse du train, plus la vitesse que vous lui avez donnée avec votre bras. Et ça, voilà, c'est une expérience qu'on peut faire tous les jours, au jardin, à la gare, enfin voilà, c'est vraiment une expérience toute simple que notre intelligence humaine peut appréhender. Mais le problème, c'est que Michelson et Morley, ils essayaient de faire à peu près la même chose, mais avec un appareil bien spécial, parce que bon, une balle qui va à 300 000 km par seconde, c'est pas facile à mesurer, donc ils avaient inventé un appareil à peu près spécial, qui mettait dans deux positions, et normalement, par rapport à la rotation de la Terre, on devait voir cette composition des vitesses, selon l'orientation de la machine, soit l'orienter vers les pôles, soit selon l'équateur, et normalement, on doit capter la rotation de la Terre. Et là, catastrophe. Non, c'est faux. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que R' voit la vitesse de la lumière aller à la même vitesse que le rayon lumineux ait été émis depuis sa position ou depuis la position d'un observateur en mouvement par rapport à lui. Et là, les physiciens, bon, Lord Kelvin considère que c'est un petit nuage et qu'on va trouver une explication bien sympathique, mais non, ça ne marche pas. Et c'est là qu'entre en scène Einstein, et pas que Einstein. En fait, beaucoup de scientifiques
tournaient autour à l'époque. Et finalement, ces deux petits nuages, voilà, si la science c'est ça, il y avait deux petits nuages là, mais en fait, quand on enlève les nuages, il y avait derrière, il y avait deux énormes échappées vers toute la science du XXe siècle. Un univers infini dans lequel vont se développer la relativité, mais aussi toute la mécanique quantique. Et maintenant, les théories des cordes, enfin toutes les nouvelles théories. Donc c'est vraiment... le rayonnement du corps noir, mais il faut accepter que l'énergie fonctionne par petits paquets. Voilà. Mais Max Planck, il n'ose pas encore faire le pas. Et Einstein, lui, va faire le pas. Il va tuer l'éther, il va affirmer les quantas de lumière. Comme je vous le disais, référentiels qui se déplacent avec des vitesses constantes les uns par rapport aux autres. Et après, il y aura la relativité générale, où il va aller encore plus loin. Il va dire, non, c'est valable pour tous les référentiels, même les référentiels accélérés, même ceux qui tournent, ceux qui font des pirouettes, enfin bref. C'est valable pour absolument tous les référentiels. Mais d'abord, la relativité restreinte. Juste les référentiels qui sont en translation uniforme les uns par rapport aux autres. C'est pour ça qu'il y a une controverse sur la naissance de cette théorie, parce que certains vont dire qu'il a volé les idées de Poincaré, il a volé les idées de Lorentz. Bon. En fait, même eux-mêmes, les scientifiques, ces controverses, ils n'en avaient absolument rien à faire, parce qu'ils étaient capables de reconnaître l'apport de chacun. Voilà. Et tout le monde reconnaît l'apport d'Einstein par rapport à son coup de génie. On va dire, c'est le buteur, Einstein. Voilà. Les autres, ils ont fait tout le travail de préparation, mais celui qui a marqué le but avec la tête, voilà, bon, c'est Einstein à la fin. Donc l'histoire a retenu surtout le nom d'Einstein, comme ça. Mais il y avait beaucoup d'autres grands physiciens qui tournaient autour des mêmes idées. Et la relativité va donc s'exprimer de cette façon. Si on veut récapituler, qu'est-ce que c'est la relativité restreinte? C'est tout d'abord, l'éther n'existe pas, il n'y a pas de référentiel absolu, il n'y a que des référentiels qui bougent les uns par rapport aux autres, mais il n'y a pas de référentiel absolu. La vitesse de la lumière est égale à c, et est la même quels que soient les référentiels. Si vous voyez passer un rayon lumineux à côté de vous, il ira toujours à la même vitesse, quelle que soit sa source. C'est donc une constante de la physique. Et enfin, les lois de la physique respectent le principe de relativité, qui est ce principe que les lois physiques s'expriment exactement de la même façon dans tous les référentiels. Ce qui n'était pas le cas avant, avec les lois de l'électromagnétisme. On était obligé de faire des transformations, et les lois n'avaient pas la même forme dans tous les référentiels. Aujourd'hui, maintenant, les lois physiques s'expriment exactement de la même façon partout. Et il va y avoir des conséquences époustouflantes pour notre intelligence avec ces nouvelles théories. En particulier, le fait que la masse et l'énergie sont la même chose. E égale mc2. En fait, c'est une conséquence de la théorie de la relativité restreinte. Que la masse d'un objet peut être transformée en énergie et l'énergie en masse. Et qu'un objet massique, un objet qui a une masse, ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Sinon, son énergie devient infinie.
L'équivalence entre énergie et masse, c'est une conséquence en fait directe des équations de la relativité restreinte. Et l'autre conséquence ébouriffante, c'est que le temps se dilate et l'espace aussi. Plus on va vite, plus le temps va lentement, et plus l'espace se contracte. Alors pas pour soi, parce que pour soi on est toujours à vitesse nulle par rapport à soi-même, mais par rapport aux autres, si on commence à aller très vite, alors il faut vraiment aller excessivement vite, hein, si on s'approche de la vitesse de la lumière, eh bien le temps ne va presque plus s'écouler pour nous. Et même le temps ne s'écoule plus du tout à la vitesse de la lumière. Alors, c'est pas possible pour un objet qui a une masse d'atteindre la vitesse de la lumière, sinon il faudrait une énergie infinie. Ça, c'est pas possible. Par contre, on peut ralentir le temps si on va à une vitesse très importante, très proche de la lumière. C'est ce qu'on a appelé le paradoxe des jumeaux. Si on prend deux jumeaux, un qui reste sur Terre et l'autre qui part faire un voyage, et qui part très vite, qui fait tout un trajet, quand il va revenir, il sera plus jeune que son frère jumeau. Parce que le temps se sera écoulé, se sera dilaté. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas si évident que ça, c'est un peu compliqué à comprendre. Mais en fait, la finalité de cette idée, c'est de se dire que quand on parcourt des lignes d'espace-temps, parce que là, vous comprenez aussi, l'espace, en fait, disparaît au profit de l'espace-temps. Le temps devient une coordonnée avec l'espace d'un tout. Et quand on veut faire une transformation sur l'espace, on est obligé de faire une transformation sur le temps. Il y a un lien entre le temps et l'espace. Ils ne sont plus déconnectés l'un de l'autre. Et l'idée, c'est que si on parcourt très vite des lignes d'espace-temps, notre temps propre va beaucoup. Vous allez revenir, les autres auront vieilli de 2 semaines et vous de 3 jours. Donc, à distance. De toute façon, ça n'arrive pas très souvent. Voilà. Mais le temps et l'espace se rétrécissent. En fait, le temps et l'espace ne sont plus absolus. La masse n'est plus absolue, l'énergie n'est pas absolue. On n'a pas le ressenti sur les grandeurs physiques est une conséquence de l'universalité des lois physiques.
se courbent, et les objets donc qui en fait vont tout le temps en ligne droite, en fait quand on tombe, quand chacun de nous tombe, en fait on ne tombe pas, on va tout droit. On continue sur notre chemin. Mais comme l'espace est courbe, on tourne. Enfin, on est attiré par l'objet autour duquel, qui déforme l'espace-temps autour de nous. C'est tellement courbé autour de lui que la lumière, quand elle tombe dedans, elle reste piégée. Les trous noirs, on ne peut pas les voir, parce que la lumière ne peut jamais... Il n'y a pas de lumière qui sort d'un trou noir. C'est très peu. Après, c'est les théories de la mécanique quantique qui disent qu'il y a un rayonnement des trous noirs. C'est un peu compliqué. Mais moi, je vais dire exactement ce qu'il en est. En tout cas, par rapport à la relativité, la lumière est piégée par les trous noirs, mais on peut observer les trous noirs par rapport au fait qu'ils vont courber l'espace-temps. En fait, une étoile, voilà, si on prend un petit rayon lumineux qui part en haut de l'étoile, si les rayons lumineux sont courbés par un objet entre les deux, ben en fait, ça va faire des effets de loupe. En fait, tous les objets hypermassifs du cosmos vont être comme des grosses loupes qui vont déformer les objets qu'on peut observer. Les seuls objets qu'on peut observer, c'est les étoiles. C'est les seuls qui émettent suffisamment de lumière pour nous donner une information sur le cosmos. La lumière, c'est le messager du cosmos. Pourquoi? Parce que la lumière ne bouge pas. La lumière est dans l'éternité. À la vitesse de la lumière, le temps ne s'écoule plus. Et même pour la lumière, de toute façon, je ne sais pas ce qu'elle voit, la lumière. Là, c'est l'expérience de pensée d'Einstein. Il est un peu compliqué à se représenter que pour la lumière, le temps ne s'écoule plus. Et il n'y a plus d'espace non plus. Il n'y a plus de distance. Donc la lumière, en fait, elle vit dans une espèce, elle-même, elle vit dans une espèce d'éternité, dans laquelle le temps ne s'écoule pas. Et la lumière, en fait, elle ne change pas tant qu'elle n'impacte pas de la matière, tant qu'elle n'est pas captée par autre chose, elle-même ne bouge pas. Donc en fait, elle traverse l'univers, elle vient même une lumière qui vient du fond des âges, le fond diffus cosmologique, et la lumière, en fait, nous transmet une information d'interdépendance de tous les éléments de la réalité. Il n'y a rien dans l'univers qui ne puisse recevoir l'action
été ponctuée de grandes découvertes sur le cosmos. Je vais parler juste après. Alors, quelle vision on peut avoir du cosmos aujourd'hui grâce à ces découvertes d'Einstein? Tout d'abord, il y a une idée à côté de laquelle on ne peut plus passer, c'est l'idée d'évolution. J'entends un peu plus dans les éléments philosophiques. Grâce aux observations du cosmos, on sait aujourd'hui que l'univers a une histoire. Que l'univers n'a pas été créé de toutes pièces tel qu'il est. Il est né. Et il est né de ce qu'on a appelé le Big Bang. C'est-à-dire qu'au début, on a pu observer, par rapport à toutes les observations qu'on a pu faire, on a pu déterminer qu'à l'origine, l'univers était rassemblé en un point extrêmement dense d'énergie, et que voilà, cette énergie, après, s'est déployée. Et l'univers a donc une histoire. On ne peut plus passer à côté du concept d'évolution. On sait que l'univers est en évolution, et même aujourd'hui, ça va plus loin que ça, parce que même la biologie dit la même chose, que la vie elle-même est en évolution. Donc, philosophiquement, aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté de l'idée d'évolution. On le sait, la science a observé l'univers en évolution, et a observé aussi les espèces en évolution. Et on sait donc que l'univers est né il y a à peu près 13,4 milliards d'années. C'est très très loin. Mais on reçoit encore de la lumière de cette époque du début des origines. Qui se déforme, qui s'étire, et la matière qui se dilue, et qui après engendre les soleils, les galaxies, et toute la matière qu'on connaît aujourd'hui. Le cosmos tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et à l'origine, voilà, nous sommes tous sur les lieux de Big Bang. Le Big Bang a eu lieu absolument partout. Une autre conséquence forte de cette vision du monde, c'est la multiplicité de mondes. Il n'y a pas que le système solaire, il n'y a pas que la Terre, enfin voilà, quelque chose qui se passe. Il y a un émerveillement
Personne ne peut s'isoler. On a tous besoin des autres. Et les autres ont besoin de nous. Enfin, même si on reste tranquille chez soi et qu'on fait de mal à personne, ben forcément, on fait quand même quelque chose aux autres. Personne ne peut se retirer dans son coin et croire qu'il n'a pas d'interaction sur le reste. Parce que tout est relié à tout. Et même quand on fait rien, on fait quand même quelque chose. C'est une idée philosophique qu'on peut... Là, ce que je suis en train de faire, c'est des analogies. Hein. Voilà, Giordano Bruno serait content aussi. C'est se dire que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est-à-dire que les lois physiques nous disent aussi un petit peu quelque chose des lois de l'humain. Bon, c'est des interpolations qu'il faut faire avec parcimonie. Là, Platon serait aux anges. Ensuite, une autre conséquence, c'est l'absence de centre. L'univers n'a pas de centre. Nous sommes tous le centre de l'univers. L'univers n'a pas de centre. Philosophiquement aussi, ça peut changer les choses par rapport à ceux qui se croient le centre du monde. Par rapport aux autres, je veux dire. Alors, du coup, c'est vrai, on est tous le centre du monde. Mais on est tous le centre du monde. Il n'y en a pas qui sont plus le centre du monde que d'autres. Bon, ça, c'est intéressant de se le dire. Voilà. Bon, ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gens qui se croient le centre du monde. Ah bon? Mais si vous en rencontrez, vous pouvez leur parler de la théorie de la relativité, vous pouvez leur démontrer qu'ils ne sont pas le centre du monde. Oui, ils le sont, mais ils ne sont pas les seuls à l'être. Bon, bref. Et l'autre conséquence importante, là c'est plus par rapport à la mécanique quantique, ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. Les corpuscules. Que la réalité en fait est à la fois matière et esprit. Que la lumière est une onde, effectivement, c'est un truc voilà, qui va et vient, mais c'est aussi des petites billes, c'est aussi des photons. Tous les éléments de la réalité sont à la fois corpusculaires et ondulatoires. Et pour moi, mais je pense que pour Einstein, c'était exactement la même idée. En fait, ce bouleversement gigantesque qui a lieu au début du XXe siècle, c'est plus que des découvertes scientifiques qui nous donnent une belle image du cosmos. Enfin, c'est véritablement un pivotement de conscience. C'est-à-dire que la science redevient magique. On a vraiment, à cette époque de l'humanité, où c'est le triomphe de la science matérialiste, du consumérisme, du matérialisme. On a une science qui a l'air de super bien fonctionner, hein, Lord Kelvin en est convaincu. Tout fonctionne bien, et surtout, on arrive à le comprendre. Ah ouais, la chute d'une pomme, la composition des vitesses, bon voilà. On est face à une science qu'on arrive à comprendre, à imaginer. Et là, avec la relativité, avec la mécanique quantique, ça fait pchit. On comprend des choses sur le papier avec les maths, mais dans notre représentation du monde, dans notre imagination,
qui ont donc comme deux un rond. Et si vous regardez par là, c'est un rectangle. Et vous pouvez penser que des rectangles et des ronds. Vous n'êtes pas eh ben, la particule qui est à la fois corpuscule et onde, c'est comme le cylindre par rapport au rectangle et au rond. Donc quand on descend d'une dimension, on arrive à se représenter ce que ça peut vouloir dire. Mais là, il faut s'imaginer le niveau dessus, et c'est pas facile. La deuxième métaphore, c'est par rapport à cette espèce d'univers infini qui boucle sur lui-même. Parce qu'en fait, ce que ça veut dire, c'est que si vous allez tout droit dans l'univers, à un moment, vous allez revenir au même point. Et ça, en 3 dimensions, c'est un peu compliqué à se représenter. Si on descend d'une dimension, là, c'est pareil, c'est comme à la surface de la Terre. Si vous prenez une sphère, à la Terre, si vous allez tout droit, vous finissez par revenir au même point. Il faut s'imaginer que l'univers, c'est pareil, mais en 3 dimensions. Voilà. C'est un peu compliqué à imaginer. Mais bon, tout ça, c'est pour dire que la science, elle est redevenue magique. C'est-à-dire qu'elle nous fait sortir, elle nous oblige en fait à sortir de notre représentation des choses. Elle nous oblige à reconnaître que notre capacité de représentation du monde est inadaptée. Et qu'il y a donc un caractère magique du monde, un caractère magique de la réalité. Qu'on peut donc s'émerveiller devant la réalité. Et c'est ça qu'Einstein appelait, je pense, la religion cosmique. Cette capacité que nous avons tous à pouvoir nous émerveiller devant la beauté du monde, la beauté mystérieuse du monde. Einstein disait lui-même, ce qui est inconcevable, c'est que l'univers soit concevable. Il s'émerveillait en fait devant cet univers que l'intelligence humaine peut appréhender, mais ne peut pas se représenter, qui est au-delà de toute représentation. Véritablement, dans cette science, c'est le mystère, en fait, qui se redessine. C'est-à-dire qu'il y a la place pour penser au-delà de la sensibilité, au-delà de notre perception. C'est-à-dire qu'il y a de la place pour une spiritualité. C'est-à-dire que si on pense l'univers comme ça, comme un espace infini dans lequel on peut tourner en revenant au même point et sans jamais s'arrêter, il n'y a pas de centre sur une sphère. Quel est le centre de la surface de la sphère? Il n'y en a pas. Mais par contre, si votre intelligence est capable d'extrapoler l'idée de sphère, vous pouvez trouver un centre. C'est un centre qui est hors du monde, et qui reste consubstantiel au monde, mathématiquement, par rapport au concept de sphère. Et je pense que c'est ça que Einstein appelait Dieu. Le Dieu d'Einstein,
c'est le centre de la sphère. C'est ce mystère du monde et autant avec la mécanique classique du temps de Newton, de Kelvin, elle ne laissait pas beaucoup de place à l'inconnu. La science d'Einstein et la science du XXe siècle, elle laisse une part gigantesque à l'inconnu. Et ça, c'est une chance. C'est une chance pour sortir du matérialisme, sortir de cet égocentrisme et de cette arrogance de l'être humain qui croit qu'il a réponse à tout. En fait, notre science du XXe siècle, elle est une opportunité pour retrouver ce qu'on pourrait appeler un soupçon de spiritualité. La relativité et la mécanique quantique, ce sont deux grandes bouffées d'oxygène dans le monde mécaniciste de la science classique, de la science d'avant Einstein. Je vais vous donner quelques citations d'Einstein par rapport à cette idée de religion cosmique. Qu'est-ce que Einstein entendait véritablement par rapport à la religion cosmique? Alors, tout d'abord, il nous disait, par rapport justement aux religions particulières, définissez-moi d'abord ce que vous entendez par Dieu et je vous dirai si j'y crois. Et ensuite, lui-même dit, je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de ce qui existe, et non en un Dieu qui se préoccupe du sort et des actions des êtres humains. C'est vraiment le Dieu de la science. Le mot Dieu n'est pour moi rien de plus que l'expression et le produit des faiblesses humaines. La Bible, un recueil de légendes, certes honorables mais primitives, aussi, parce que l'homme est capable de comprendre, il est capable de s'émerveiller devant l'univers. Mais il y a une part du mystère qui reste voilée. La quête d'Einstein, c'est véritablement une quête d'absolu. Et voilà donc ce qu'il va dire sur l'idée de Dieu. Cette conviction liée à un sentiment profond d'une raison supérieure se dévoile dans le monde de l'expérience, traduit pour moi l'idée de Dieu. En langage simple, on traduirait comme Spinoza par le terme de panthéisme. La religion cosmique, c'est une forme de panthéisme où Dieu n'est plus distinct, le Créateur n'est plus distinct de sa créature. La divinité fait partie de l'univers, elle est dans les lois elles-mêmes de l'univers. Et pour Einstein, les hommes ont besoin de se réapproprier cette religiosité pour sortir du consumérisme et du matérialisme qui, déjà, en son temps, était bien présent. Voilà ce qu'il dit. « Je soutiens vigoureusement que la religion cosmique est le mobile le plus puissant et le plus généreux de la recherche scientifique. À notre époque, installés dans le matérialisme, se reconnaissent dans les savants scrupuleusement honnêtes les seuls esprits profondément religieux. » Là, il parle de Hume. Hume, par sa lucide critique, permet un progrès décisif de la philosophie, mais il cause, sans responsabilité de sa part, un réel danger, parce que cette critique suscite une peur de la métaphysique qui est erronée. Ce vice correspond à l'autre extrême de la philosophie nuageuse de l'Antiquité, quand elle croyait pouvoir se passer de données sensibles. On ne peut se passer de métaphysique ni de physique. L'homme a besoin de s'intéresser au concret, aux lois physiques du monde,
et il a aussi besoin de s'interroger sur ce qui dépasse le monde, sur la métaphysique. Parce que de cette métaphysique vont dépendre les systèmes de valeurs, les morales, tout ce qui permet aux hommes de vivre les uns avec les autres. Et comme, si on accepte cette loi que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, si on arrive à bien comprendre les lois de la physique, qui intègre la science. Faire en sorte que ces deux-là arrêtent de se faire la guerre. Je pense que c'est ça que qu'Einstein appelait la religion cosmique. Cette théorie du tout. Tous les éléments de la réalité sont intégrés, tous sont interdépendants, et les lois universelles existent. Il existe des vérités valables pour tous les hommes. Même si les hommes ont la différence de leur propre vitesse, leur propre perception. On ne perçoit pas tous le temps de la même façon, on ne perçoit pas tous l'espace de la même façon. Et ça, donc, on peut l'extrapoler au domaine métaphysique, sur le domaine des systèmes de valeurs. Mais les lois sont les mêmes pour tout le monde. Et ces lois sont universelles. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur Einstein et sa philosophie, ou on va dire la philosophie qu'on peut faire à partir de ses découvertes. J'espère que ça vous a plu, et j'espère qu'on a le temps aussi pour quelques questions. C'est pas une question, c'est plutôt une... Einstein a écrit quelque chose sur la science, qui est la science qui faisait rêver, fait peur. C'est-à-dire que, oui, parce qu'il y a eu quand même la bombe atomique, puis à son époque, et puis beaucoup plus tard, il y a eu quand même beaucoup de scandales pharmaceutiques, etc., le sang contaminé. Donc la science n'a pas toujours été merveilleuse. Mais un journaleux, c'est à ce moment-là j'appelle ça un journaleux, a écrit, Malraux a dit, le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas. En fait, mais justement, c'est ce que je dis, il y a eu une erreur extrêmement grave, parce que Malraux, effectivement, a dit spirituel et non pas religieux. Pourquoi? Parce que si on est enfermé dans un seul dogme... Oui, il n'y a pas d'ouverture. Après, c'est une question de mots. La religion est devenue, pour beaucoup, un terme péjoratif par rapport à tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est le problème de dogme créé par l'humain. C'est quand la religion devient dogmatique. Mais il n'y a rien de systématique. La religion n'a pas... Oui. C'est le piège, mais on n'est pas obligé de tomber dans le piège. La religion, qui veut dire simplement relier les choses, hein, c'est relier les hommes, peut être, et devrait être, dans tous les cas, une ouverture vers le mystère du monde qui nous oblige à être tolérants. Parce que reconnaître qu'on n'a pas raison sur tout, c'est la base de toute tolérance. C'est ça qui ouvre à l'amour universel, qui est, à mon avis, le point commun de toutes les religions. Mais c'est vrai que les religions sont malheureusement devenues synonymes de religion dogmatique, c'est-à-dire avec des dogmes bien figés, on sait ce que Dieu veut, donc on l'applique.
c'est surtout que tu as la main mise sur l'autre et hop, oui. Est-ce qu'on sait un peu quelles étaient les connaissances ou est-ce que Einstein était familier avec les philosophies orientales? Alors, oui, ce qui est certain, c'est qu'Einstein était très, très curieux. Ce qui le démarquait aussi de beaucoup d'autres scientifiques, c'est qu'il touchait un peu à tout. Il s'intéressait beaucoup à la philosophie, et on dit effectivement qu'il s'intéressait beaucoup aux philosophies orientales. Dans les philosophies orientales, en fait, quand on s'interroge bien, il y a des vrais concepts de la physique, des vrais concepts métaphysiques. L'idée, voilà, le dharma, voilà, l'universalité, le dharma, ça fait longtemps qu'en Orient, cette idée de vérité universelle, elle existe, de loi universelle. C'est le concept de dharma. Et cette idée de karma, l'interdépendance de tous les éléments de la réalité, vous avez aussi une illustration du karma. C'est-à-dire que tout ce qui agit, agit sur tout. Personne n'est déconnecté du reste. Ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que Il y a son livre, qui est Comment je vois le monde, hein, qui retrace un peu son expérience personnelle. Il n'en parle pas, il ne s'étend pas là-dessus sur les théories, on va dire, des spiritualités d'Orient qui auraient pu l'inspirer. Et ce qui est certain, c'est qu'il s'y intéressait, il était un peu touche à tout. Dans le détail, qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il n'a pas lu, je ne saurais pas dire. Ce qui est certain, c'est que c'était un esprit ouvert qui s'intéressait à l'Orient. Pourquoi il s'intéressait à l'Orient. Ah, j'avais compris l'ordre. Il s'intéressait aussi à l'ordre de l'univers. Einstein était passionné par l'ordre de l'univers. Un peu choqué. Même parfois un peu trop, parce qu'il a longtemps refusé les vérités de la mécanique quantique. En particulier l'incertitude de Heisenberg, cette idée qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas déterminer, qu'il y aura, face à une expérience, l'observateur va modifier l'expérience, Voilà. surtout qu'il y a une incertitude fondamentale qui est dans la réalité elle-même. Pour lui, c'était insupportable se dire que Dieu jouait au dé, qu'on ne pouvait décrire la réalité qu'avec des probabilités. C'était son expression. Dieu ne joue pas au dé. Einstein s'est exclamé cela. Oui, mais moi, je suis absolument pas scientifique. Je suis rien du tout au niveau universitaire. Mais ce que j'ai compris, moi, du peu que j'ai lu de vulgarisation sur la mécanique quantique, Le résultat. des probabilités ou des possibilités? Là, à notre niveau, c'est compliqué. D'accord. Mais disons, alors peut-être qu'il y aura une théorie encore mieux après la mécanique quantique qui redeviendra déterministe, peut-être, ça on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme de liberté qui apparaît derrière la mécanique quantique. C'est-à-dire qu'il y a une place pour la liberté. Parce que si tout est déterminé d'avance, Qu'est-ce qu'on fait là? qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on fait de la philo? Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on essaye de travailler sur nous-mêmes si tout est déterminé par avance? Ça n'a aucun intérêt. La mécanique quantique, par rapport à la mécanique
Et si le Big Bang est à l'origine de ce monde dont on vient de parler, qu'est-ce qui est à l'origine de cette masse d'énergie et d'information qui a généré le Big Bang? Mais là, c'est l'extrapolation du centre d'Asper, c'est le mystère. Continuer à grandir. Mais en même temps, dans l'historique de l'univers, il y a des moments où on se demande bien ce qui s'est passé, quoi. On a inventé une particule, l'inflaton, qui dirige l'expansion de l'univers. Enfin, il y a des théories un peu bizarres qui disent que y a des moments où l'univers grandissait beaucoup, parfois moins. Enfin, bon. Il y a des trucs vraiment, vraiment bizarres. Mais en tout cas, cette idée qu'on part du Big Bang, et qu'à la fin, bah, si on en croit les orientaux, vraiment à la fin, ça devrait plutôt revenir à Big Crunch et recommencer, etc. Et qui c'est qui veut ça? Là, on est dans l'extrapolation. Je croyais qu'au départ, pour simplifier, on faisait l'espace-temps un peu comme ça. Et de ce que j'ai vu, je ne sais pas où, l'espace-temps, en fait, serait linéaire. Je sais pas ce que vous voulez dire. L'espace-temps, non, il se courbe. Eh bien, justement, voilà. Eh bien, je sais pas... Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir penser que tout est pensable. Bah, disons, ce qui est certain, aujourd'hui, on ne va pas faire comme Lord Kelvin. Voilà. En tout cas, ce qui est génial, c'est que c'est pas fini, l'aventure continue. Voilà. On ne va pas faire comme Lord Kelvin qui nous dit qu'il y a encore un petit nuage. Non, c'est certain, il y a encore plein d'autres choses derrière. Et ces théories-là ont renversé d'autres théories avant et seront renversées elles-mêmes plus tard. Là, c'est la présence de l'énergie et de la matière. Mais après, ça n'est qu'un modèle. En fait, la science ne donne que des modèles. C'est pour expliquer la théorie des cordes. Alors, théorie des cordes, non, là, pour le coup, ça va dépasser mes compétences. Puis ça ferait certainement l'objet d'une autre conférence. Théorie des cordes, c'est, il y a certains phénomènes qu'on n'arrive pas à